Le mystère de la collection Saint-Germain. Les échos du passé. La pluie parisienne tombait sans relâche en ce matin de novembre 2024, martelant les vitres du bureau de l'inspecteur Henri Duplex avec une insistance presque musicale. Les gouttes d'eau dessinaient des motifs hypnotiques sur les carreaux, créant un voile translucide qui transformait la vue sur le quartier du Marais en une aquarelle aux teintes grises et bleues. Dans son bureau au 3e étage du 36, quai des Orfèvres, l'inspecteur Duplex contemplait une photographie sépia, jaunie par le temps, représentant l'ancien hôtel particulier du comte de Saint-Germain. À 45 ans, Duplex portait sur son visage les marques d'une carrière consacrée à résoudre les énigmes les plus complexes de la capitale. Ses tempes grisonnantes et les rides au coin de ses yeux témoignaient des nombreuses heures passées à scruter des indices et à déchiffrer des mystères. Vêtu d'un costume sombre bien coupé mais légèrement froissé, il incarnait parfaitement l'image du détective parisien, élégant sans ostentation, perspicace sans arrogance. L'inspecteur passa distraitement ses doigts sur la surface glacée de la photographie. L'hôtel particulier qui y figurait, avec ses proportions harmonieuses et son architecture du XVIIIe siècle, semblait le narguer à travers les années. Combien de secrets ces murs avaient-ils abrités? Combien de mystères le comte de Saint-Germain avait-il emporté dans sa disparition? Le silence méditatif du bureau fut soudainement rompu par des pas précipités dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer Sophie Leblanc, la jeune assistante de Duplex. Ses cheveux au burn, habituellement soigneusement coiffés, étaient légèrement décoiffés par la course et l'humidité, et ses joues étaient rosies par l'excitation. « Monsieur l'inspecteur » s'exclama-t-elle, son souffle légèrement court, « les archives nationales viennent de nous transmettre quelque chose d'extraordinaire. » Duplex leva les yeux de la photographie, intrigué par l'enthousiasme inhabituel de sa collaboratrice. Sophie était connue pour son sérieux et son professionnalisme, la voir dans un tel état d'agitation éveilla immédiatement sa curiosité. « Qu'ont-ils trouvé, Sophie » demanda-t-il en se redressant dans son fauteuil en cuir qui émit un léger grincement. Sophie s'avança vers le bureau, tenant précieusement une chemise en carton beige marquée du sceau des archives nationales. Lors de la numérisation des documents du XVIIIe siècle, les archivistes sont tombés sur une série de lettres codées, expliqua-t-elle en déposant délicatement le dossier devant son supérieur. Des lettres qui semblent avoir un lien direct avec la collection disparue du comte de Saint-Germain. L'inspecteur sentit son pouce accélérer légèrement, mais l'année d'expérience lui avait appris à tempérer son enthousiasme. « Après plus de 2 siècles » demanda-t-il, un sourcil levé. « Comment pouvons-nous être sûrs de leur authenticité ?» Sophie sortit plusieurs documents protégés par des pochettes plastiques de conservation. Les analyses préliminaires sont formelles. Le papier, l'encre, tout correspond à l'époque. Et regardez ceci. Elle pointa du doigt un sceau en cire rouge partiellement brisé mais encore visible sur l'une des lettres. C'est le sceau personnel du comte, celui qu'il utilisait pour sa correspondance privée. Il a été authentifié par 3 experts différents. Duplex se leva de son fauteuil et se mit à faire les 100 pas dans son bureau, habitude qu'il avait développée au fil des années lorsqu'il réfléchissait intensément. Les rayonnages chargés de dossiers et les murs couverts de cartes et de photographies semblaient l'observer en silence. La collection Saint-Germain, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. L'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France. Des œuvres d'art inestimables, des manuscrits anciens, des bijoux d'une valeur incalculable. Tout a disparu sans laisser de traces la nuit où le comte s'est volatilisé. Sophie s'assit dans l'un des fauteuils face au bureau et commença à étaler méthodiquement les documents sur la surface en bois poli. Ces lettres pourraient enfin nous donner des réponses. Regardez ces symboles étranges dans les marges. On dirait un mélange de caractères alchimiques et de notations astronomiques. L'inspecteur se pencha au-dessus des documents, ses yeux scrutant chaque détail avec attention. Les lettres étaient rédigées dans une écriture élégante et régulière, mais ce qui attirait véritablement l'attention, c'étaient les mystérieux symboles qui parsemaient les marges. Certains semblaient familiers, des phases lunaires, des signes du zodiaque, d'autres étaient totalement inconnus, tracés avec une précision qui suggérait qu'ils n'étaient pas de simples gribouillages. « Nous aurons besoin d'aide pour déchiffrer tout cela, dit-il finalement. Contactez le professeur Jean-Marc Rousseau à la Sorbonne. Il est l'un des meilleurs experts en cryptographie historique du pays. » Sophie hocha la tête et sortit son téléphone portable pour prendre des notes. « Je m'en occupe immédiatement. » Autre chose ? Duplex se dirigea vers la fenêtre, observant la pluie qui continuait de tomber sur Paris. Le ciel gris semblait plus sombre que jamais, comme si la ville elle-même partageait le poids des secrets qu'il s'apprêtait à découvrir. « Oui » répondit-il après un moment de réflexion. «
Trouvez tout ce que vous pouvez sur les descendants actuels du comte. S'il en reste, ils doivent être informés de cette découverte. Et il fut interrompu par une sonnerie stridente. Son téléphone fixe résonnait dans le silence du bureau. Duplex décrocha, écoutant attentivement son interlocuteur. Son visage, habituellement impassible, trahit une légère surprise. « Je comprends. Nous arrivons tout de suite. » Il reposa le combiné et se tourna vers Sophie, qui le regardait avec curiosité. Il semblerait que quelqu'un ait déjà eu vent de notre découverte. Il y a eu une effraction cette nuit aux Archives nationales. La salle où étaient conservées ces lettres a été fouillée de fond en comble. Sophie se leva précipitamment. « Ont-ils volé quelque chose ?» « Non, » répondit Duplex en enfilant son imperméable. « C'est ce qui est le plus étrange. Rien n'a été dérobé. Les cambrioleurs semblaient chercher quelque chose de précis, quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. » Alors qu'ils se préparaient à quitter le bureau, un éclair illumina soudainement le ciel parisien, suivi quelques secondes plus tard par un grondement de tonnerre qui fit vibrer les vitres. Sur le bureau de l'inspecteur, la vieille photographie de l'hôtel Saint-Germain semblait les observer, témoin silencieux d'un mystère qui, après plus de 2 siècles, refusait toujours de livrer ses secrets. « Sophie, » dit Duplex en verrouillant la porte de son bureau, « j'ai le sentiment que nous venons de mettre le pied dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous. » La jeune femme acquiesça en silence, serrant contre elle le précieux dossier des archives. Dans les couloirs du quai des Orfèvres, leurs pas résonnaient comme un compte à rebours, marquant le début d'une enquête qui allait les plonger au cœur de l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. L'orage grondait au-dessus de Paris, et quelque part dans la ville, d'autres yeux observaient, d'autres oreilles écoutaient, et d'autres mains s'apprêtaient à entrer dans la danse. Le mystère de la collection Saint-Germain, après des siècles de silence, s'éveillait à nouveau, et avec lui, les secrets, les dangers et les énigmes d'une époque que l'on croyait révolue. Les lettres codées. La salle des Archives nationales baignait dans une lumière tamisée, filtrée par les hautes fenêtres aux vitres légèrement poussiéreuses. L'odeur caractéristique des vieux papiers et du bois ancien imprégnait l'air, créant une atmosphère solennelle propice à l'étude des mystères du passé. L'inspecteur Duplex et Sophie Leblanc se tenaient devant une grande table en chêne massif, où les mystérieuses lettres du comte de Saint-Germain étaient disposées avec précaution. Le professeur Jean-Marc Rousseau, éminent expert en cryptographie historique de la Sorbonne, ajustait ses lunettes à monture dorée tout en examinant les documents avec une attention méticuleuse. Petit homme d'une 60aine d'années, il dégageait cette aura particulière des érudits passionnés, son regard vif scrutant chaque détail comme s'il contenait la clé de l'énigme. « C'est absolument fascinant, » murmura-t-il, passant délicatement son doigt ganté au-dessus des symboles mystérieux qui parsemaient les marges des lettres. Le comte utilisait un système de chiffrement d'une complexité remarquable pour son époque. Regardez comment il entremêle les symboles alchimiques traditionnels avec ce qui semble être des références astronomiques précises. Sophie, qui prenait des notes frénétiques sur son carnet, s'arrêta un instant. « Vous pouvez les déchiffrer, professeur ?» Rousseau se redressa légèrement, un petit sourire énigmatique aux lèvres. « Le déchiffrement prendra du temps, mais j'ai déjà repéré plusieurs motifs intéressants. » Le comte n'utilisait pas un simple système de substitution comme c'était courant à l'époque. Il semble avoir créé un code polyphonique, où chaque symbole peut avoir plusieurs significations selon son contexte et sa position. Duplex, qui observait la scène avec attention, s'approcha de la table. Les traces de l'effraction de la nuit précédente avaient été soigneusement documentées, quelques éraflures sur le parquet ciré, une serrure forcée avec une habileté presque chirurgicale, des tiroirs minutieusement fouillés. Les cambrioleurs savaient exactement ce qu'ils cherchaient. « Professeur, » dit-il en pointant du doigt une séquence particulière de symboles qui se répétait sur plusieurs lettres, cette série de caractères. Elle apparaît systématiquement en bas à droite de chaque document. Sophie se pencha pour mieux voir, ses cheveux auburn effleurant la surface polie de la table. « On dirait une signature, » suggéra-t-elle, ou peut-être une sorte de sceau personnel en code. « Ou une clé, » compléta Rousseau, son excitation à peine contenue. Une clé de déchiffrement cachée à la vue de tous. C'était une pratique courante chez certains cryptographes de l'époque, dissimuler la clé du code dans le message lui-même, mais de manière si évidente que personne ne penserait à y chercher le secret. Le professeur sortit une loupe de sa sacoche en cuir usé et examina plus attentivement la séquence. Voyez comme les symboles sont légèrement plus petits que ceux du texte principal, et comment ils sont orientés selon un angle précis. Ce n'est pas un hasard. Un bruit de pas dans le couloir interrompit leur conversation. Les 3 têtes se relevèrent simultanément, sur le qui-vive après les événements de la nuit.
La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette élégante qui se découpait dans la lumière du corridor. La femme qui entra dans la salle dégageait une présence qui commandait immédiatement l'attention. Grande, mince, vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé, elle portait ses cheveux argentés dans un chignon sophistiqué qui soulignait la noblesse de ses traits. Ses yeux, d'un gris acier, balayèrent la pièce avant de se poser sur les documents étalés sur la table. « Je vois que vous avez trouvé les lettres, dit-elle d'une voix au timbre riche et cultivé, avec cette pointe d'accent aristocratique qui trahissait une éducation privilégiée. J'espérais sincèrement qu'elle resterait enterrée à jamais. » Duplex fit un pas en avant, son instinct de policier en alerte. « Madame. Comtesse Marie-Élise de Valmont, répondit-elle avec une légère inclinaison de la tête. Dernière descendante directe de la famille Saint-Germain. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Sophie échangea un regard rapide avec Duplex, qui hocha imperceptiblement la tête. Ils avaient justement prévu de rechercher les descendants du comte. La comtesse s'avança vers la table d'un pas mesuré, le claquement de ses talons résonnant sur le parquet ancien. Ces lettres, continua-t-elle en désignant les documents d'un geste élégant, font partie d'un héritage que ma famille s'est efforcée de protéger pendant des générations. Leur réapparition maintenant n'est pas opportune. Avec tout le respect que je vous dois, Madame la Comtesse, intervint Duplex, ces documents font désormais partie d'une enquête officielle. L'effraction de cette nuit. L'effraction ? La Comtesse laissa échapper un rire bref, presque amer. Inspecteur, vous n'avez pas idée des forces en jeu. Ces lettres ne sont que la partie émergée d'un iceberg dont les profondeurs pourraient ébranler les fondements même de notre société. Le professeur Rousseau, qui était resté silencieux depuis l'arrivée de la comtesse, se racla la gorge. Les symboles, ils font référence à quelque chose de spécifique, n'est-ce pas? Quelque chose que le comte voulait protéger à tout prix. Marie-Élise de Valmont tourna son regard perçant vers le professeur. Monsieur Rousseau, votre réputation vous précède. Mais je vous conseille vivement de ne pas poursuivre ce déchiffrement. Certains secrets doivent rester enfouis. Sophie, qui n'avait cessé de prendre des notes, releva brusquement la tête. Comment connaissez-vous le nom du professeur? Nous ne nous sommes pas présentés. Un nouveau silence, plus lourd encore que le précédent, tomba sur la pièce. La comtesse maintint son expression impassible, mais une lueur fugace traversa son regard. Je connais beaucoup de choses, mademoiselle Leblanc, répondit-elle finalement. Tout comme je sais que vous êtes la fille d'un restaurateur d'art et que l'inspecteur Duplex a passé 3 ans à enquêter sur le vol du Caravage au Louvre en 2019. Duplex fit un pas en avant, sa posture se raidissant légèrement. Vous nous surveillez. Non, inspecteur. Nous vous surveillons. Et croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser à ces lettres. Comme pour souligner ces paroles, un bruit sourd retentit quelque part dans le bâtiment, suivi du son distinct d'une porte qui claque. Les 4 occupants de la salle se figèrent, tendant l'oreille. Ils arrivent plus tôt que prévu, murmura la comtesse, perdant pour la première fois son apparence composée. Écoutez-moi attentivement, vous devez. Elle fut interrompue par le son d'une vitre qui se brise à l'étage supérieur, suivi de bruits de pas précipités. Duplex réagit instantanément, sortant son arme de service. Sophie, sécurisez les documents. Professeur, restez près de la comtesse. Je vais. Non. L'exclamation de Marie-Élise de Valmont claqua comme un fouet. Les lettres ne sont qu'une diversion. Ce qu'il cherche vraiment. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un petit coffret en bois finement ciselé, orné de motifs qui rappelaient étrangement les symboles présents sur les lettres du comte. Ceci est la véritable clé, dit-elle rapidement, tendant le coffret à Sophie. Protégez-le à tout prix. Ne faites confiance à personne, pas même à... Un nouveau fracas, plus proche cette fois, l'empêcha de terminer sa phrase. Des pas multiples résonnaient maintenant dans le couloir, se rapprochant rapidement de leur position. Duplex prit rapidement le contrôle de la situation. Sophie, prenez l'escalier de service avec la comtesse et les documents. Professeur, vous venez avec moi. Nous allons. Mais avant qu'il puisse finir, la porte de la salle s'ouvrit violemment, et le chaos s'abattit sur les archives nationales. Le mystère de la collection Saint-Germain venait de prendre un tournant dangereusement concret, et aucun des présents ne pouvait prévoir les ramifications que cette journée aurait sur leur vie et sur l'histoire de France elle-même. Danger dans l'ombre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du salon particulier de la comtesse de Valmont, dans son hôtel du Faubourg Saint-Germain.
Les rayons dorés dansaient sur les boiseries anciennes et les portraits d'ancêtres qui semblaient observer la scène avec une attention silencieuse. L'élégante pièce, meublée avec un goût exquis qui témoignait de siècles de raffinement aristocratique, était devenue leur refuge temporaire après leur fuite précipitée des archives nationales. Marie-Élise de Valmont, assise dans un fauteuil Louis XV, sirotait son thé avec une grâce naturelle qui contrastait avec la tension palpable qui régnait dans la pièce. L'inspecteur Duplex, debout près de la fenêtre, scrutait la rue en contrebas, à l'affût du moindre mouvement suspect. Sophie, installée sur un canapé ancien, examinait minutieusement le coffret en bois que la comtesse leur avait confié, tandis que le professeur Rousseau, légèrement échevelé après leur fuite mouvementée, essuyait nerveusement ses lunettes avec un mouchoir en soie. « Vous nous devez des explications, madame la comtesse, déclara finalement Duplex, se détournant de la fenêtre. Ces hommes aux archives, ils n'étaient pas de simples cambrioleurs. La comtesse reposa délicatement sa tasse de porcelaine de Sèvres sur la table basse. Non, en effet. Ils appartiennent à une organisation dont l'existence remonte à l'époque de mon ancêtre. Une organisation qui cherche depuis des siècles à mettre la main sur les secrets du comte de Saint-Germain. Quel genre de secret pourrait justifier une telle persévérance, demanda Sophie, ses doigts caressant distraitement les motifs ciselés du coffret. Marie-Élise se leva gracieusement et se dirigea vers l'un des portraits qui ornaient les murs. Il représentait un homme d'une quarantaine d'années, vêtu à la mode du XVIIIe siècle, dont le regard pénétrant semblait suivre chaque mouvement dans la pièce. Le comte de Saint-Germain n'était pas simplement un collectionneur d'art et de curiosités, commença-t-elle, sa voix prenant un ton plus grave. Il était le gardien de secrets qui pourraient ébranler les fondements même de notre République. Des secrets qui concernent les plus grandes familles de France, les institutions les plus anciennes, et des vérités que certains préféreraient voir à jamais ensevelies. Le professeur Rousseau s'éclaircit la gorge. Les symboles dans les lettres, ils font référence à ces secrets. Chaque symbole est une clé, confirma la comtesse. Mon ancêtre a créé un système de codage si complexe que même les meilleurs cryptographes de son époque n'ont jamais pu le percer. Mais ce n'était qu'une protection parmi d'autres. Elle retourna vers son fauteuil, mais resta debout, ses mains s'agrippant légèrement au dossier sculpté. Ces secrets ont déjà coûté la vie à plusieurs personnes au fil des siècles. Y compris. Sa voix vacilla légèrement. Y compris à mon mari, l'année dernière. Un silence pesant s'abattit sur le salon. Duplex échangea un regard avec Sophie, dont les doigts s'étaient crispés sur le coffret. L'accident de voiture, murmura l'inspecteur. Ce n'en était pas un. Non, confirma la comtesse avec un sourire amer. Georges avait commencé à faire des recherches sur l'histoire de la famille. Il avait découvert quelque chose d'important. La nuit avant sa mort, il m'a laissé ce coffret en me faisant promettre de ne jamais l'ouvrir, sauf en cas d'absolue nécessité. Soudain, une détonation retentit, faisant voler en éclats l'une des hautes fenêtres du salon. Duplex se jeta instinctivement sur la comtesse pour la protéger, tandis que Sophie plongeait derrière le canapé, serrant le coffret contre elle. Le professeur Rousseau se recroquevilla derrière un lourd secrétaire en acajou. Dans la confusion qui suivit, une ombre furtive s'introduisit dans la pièce par la fenêtre brisée. Avec une agilité surprenante, l'intrus se dirigea directement vers le bureau ancien situé dans un coin du salon. En quelques secondes, il s'empara de quelque chose et disparut aussi rapidement qu'il était venu. « Les lettres » s'écria Sophie en se relevant. Elles étaient sur le bureau. Duplex aida la comtesse à se relever, vérifiant rapidement qu'elle n'était pas blessée. « Tout va bien, madame ?» Marie-Élise hocha la tête, époussetant son tailleur d'un geste machinal. Son visage avait pâli, mais elle gardait son sang-froid. « Ce n'était qu'une diversion, dit-elle. Il voulait les lettres, mais ce qu'il cherche vraiment. » Son regard se posa sur le coffret que Sophie tenait toujours fermement. C'est ce que contient ce coffret. Les lettres ne sont qu'une partie du puzzle, une piste parmi d'autres. Le véritable trésor. Elle fut interrompue par le son distant de sirènes de police qui se rapprochait. Duplex sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Ici l'inspecteur Duplex. J'ai besoin d'une équipe complète au. Il s'interrompit, regardant la comtesse qui secoua imperceptiblement la tête. Annulez ça. Je répète, annulez. Nous ne pouvons pas impliquer la police officielle, expliqua Marie-Élise. Nous ne savons pas jusqu'où s'étend leur influence. Mon mari avait découvert des connexions troublantes entre certains hauts fonctionnaires et l'organisation qui nous traque. Sophie s'approcha de la fenêtre brisée, observant les éclats de verre qui jonchaient le tapis ancien.
Comment ont-ils su que nous étions ici? Ils nous surveillent depuis le début, répondit la comtesse. Probablement depuis la découverte des lettres aux archives. Peut-être même avant. Le professeur Rousseau, qui était resté remarquablement silencieux depuis l'attaque, s'avança enfin. Nous devrions peut-être examiner le coffret maintenant. S'il contient des indices sur ce que recherchait votre mari. Non, coupa fermement Marie-Élise. Pas ici. Pas maintenant. Nous devons d'abord nous mettre en sécurité. J'ai un endroit en tête, mais nous devons partir immédiatement. Duplex acquiesça, son instinct de policier lui dictant que la comtesse avait raison. Où allons-nous? Un léger sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Marie-Élise. Dans le seul endroit où le comte de Saint-Germain se sentait vraiment en sécurité. Un endroit que même ses plus proches confidents ignoraient. Elle se dirigea vers une bibliothèque ancienne et actionna un mécanisme caché derrière un volume relié de cuir. Un déclic se fit entendre, et une section du panneau boisé s'entr'ouvrit légèrement. Par ici, dit-elle en poussant le panneau. Nous prendrons le passage secret jusqu'aux anciennes caves. De là, nous pourrons accéder aux catacombes. Sophie serra plus fort le coffret contre elle, suivant la comtesse dans le passage obscur. Duplex fermait la marche, son arme à la main, tandis que le professeur Rousseau les suivait nerveusement. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs de l'hôtel particulier, le mystère de la collection Saint-Germain prenait une nouvelle dimension. Quelque part dans l'obscurité des souterrains parisiens les attendaient des réponses, mais aussi, sans doute, de nouveaux dangers. Le comte avait tissé sa toile de secret à travers les siècles, et il n'était que les derniers à être pris dans ses fils. Le bruit de leurs pas résonnait dans le passage étroit, se mêlant aux échos lointains de la ville au-dessus d'eux. Paris gardait ses secrets depuis des siècles, et les catacombes en étaient les gardiens silencieux. C'était là, dans les entrailles de la capitale, que les prochains chapitres de leur aventure allaient s'écrire. La piste des roses noires. La lumière tamisée du café des artistes, niché dans une ruelle tranquille près du jardin du Luxembourg, créait une atmosphère intimiste propice aux confidences. L'établissement, avec ses boiseries patinées par le temps et ses banquettes en velours bordeaux, était devenu leur refuge temporaire après leur évasion par les catacombes. L'inspecteur Duplex avait choisi cet endroit pour sa discrétion et sa proximité avec plusieurs issues de secours potentielles. Sophie Leblanc examinait attentivement une carte de visite découverte dans les débris du salon de la comtesse. Le papier, d'une qualité exceptionnelle, portait en son centre un symbole énigmatique, une rose noire finement gravée, dont les pétales semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Cette rose, murmura-t-elle, tournant la carte sous différents angles. Il y a quelque chose de familier dans ce motif. Le professeur Rousseau, qui avait retrouvé un peu de ses couleurs après leur périple souterrain, se pencha pour mieux voir. Son visage habituellement placide trahit une légère tension lorsqu'il aperçut le symbole. Les roses noires, dit-il dans un souffle, jetant un regard nerveux autour de lui. J'ai croisé ce symbole dans mes recherches sur les sociétés secrètes du XVIIIe siècle, mais je n'aurais jamais imaginé. La comtesse de Valmont, qui sirotait élégamment un thé Earl Grey, posa sa tasse avec une délicatesse étudiée. Les gardiens de la rose noire, précisa-t-elle. Une société aussi ancienne que mystérieuse, dont les origines remontent bien avant l'époque du comte de Saint-Germain. Duplex, qui surveillait discrètement la salle depuis leur arrivée, se rapprocha de leur table. Que savons-nous exactement sur cette organisation? Officiellement, rien, répondit Marie-Élise. Il n'existe dans aucun registre, aucun document officiel. Mais leur influence se fait sentir dans les plus hautes sphères de la société depuis des siècles. Mon mari? Sa voix vacilla légèrement. Georges avait commencé à rassembler des preuves de leur existence peu avant sa mort. Un serveur s'approcha de leur table pour déposer une nouvelle tournée de café. Sophie remarqua immédiatement un détail qui lui avait échappé lors de leur arrivée, un petit tatouage sur son poignet, partiellement visible sous sa manche. Une rose noire. Elle échangea un regard significatif avec Duplex, qui hocha imperceptiblement la tête. L'inspecteur avait déjà repéré le détail et surveillé le serveur du coin de l'œil. Les lettres parlaient de cette société, continuait le professeur Rousseau, inconscient de la tension qui venait de s'installer. Dans les passages que j'ai réussi à déchiffrer, le comte mentionne plusieurs fois une organisation qui protégeait, ou peut-être convoitait, ses secrets. La comtesse sortit de son sac un petit carnet relié de cuir noir. Les notes de Georges, expliqua-t-elle en l'ouvrant avec précaution. Il avait découvert que les gardiens existaient bien avant que le comte n'entre en possession de sa mystérieuse collection.
À l'origine, ils étaient les protecteurs d'un savoir ancien, des secrets qui ne devaient jamais être révélés au monde. Quel genre de secret ? Demanda Sophie, tout en gardant un œil sur le serveur qui s'affairait maintenant au bar. Marie-Élise parcourut quelques pages du carnet. Des vérités qui pourraient remettre en question l'histoire officielle de France. Des documents compromettants sur certaines des plus grandes familles du pays. Des preuves de complot et de manipulation qui s'étendent sur des siècles. Le professeur Rousseau s'agita nerveusement sur sa chaise. Mais pourquoi le comte aurait-il été impliqué ? Parce qu'il était l'un des leurs, répondit la comtesse. Du moins, c'est ce qu'il croyait. En réalité, le comte avait ses propres projets. Il a utilisé sa position au sein des gardiens pour rassembler des preuves contre eux, constituant peu à peu ce qui deviendrait sa fameuse collection. Duplex se redressa soudainement, son attention attirée par un mouvement près de l'entrée du café. Deux hommes en costume sombre venaient d'entrer, leur attitude trop décontractée pour être naturelle. « Nous avons de la compagnie » murmura-t-il. Sophie glissa discrètement le coffret dans son sac, tandis que la comtesse rangeait calmement le carnet de son mari. Le professeur Rousseau, suivant leur exemple, rassembla ses notes avec des mains légèrement tremblantes. L'escalier de service, chuchota Marie-Élise. Il mène à une cour intérieure qui communique avec la rue parallèle. Mais avant qu'il ne puisse faire un mouvement, le serveur au tatouage réapparut, se plaçant stratégiquement entre leur table et la sortie de secours. D'autres clients du café semblaient soudain particulièrement attentifs à leurs mouvements. « Nous sommes cernés », constata Duplex avec un calme professionnel. C'est alors qu'une voix forte retentit depuis l'entrée, « Police !» Que personne ne bouge. Les deux hommes en costume venaient de sortir des badges de la brigade criminelle. Le serveur tatoué tenta de s'éclipser mais fut immédiatement plaqué au sol par un agent en civil qui surgit de nulle part. Une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un tailleur pantalon impeccable, s'approcha de leur table. « Inspecteur Duplex », dit-elle avec un léger sourire. « La directrice m'avait dit que vous seriez impliqué dans cette affaire. »« Commissaire Lebrun », répondit Duplex, visiblement soulagé. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Nous surveillons les gardiens depuis des mois, expliqua-t-elle en s'asseyant à leur table. Votre découverte aux archives a accéléré les choses. Nous avons des agents en position dans tout le quartier. La comtesse observait la scène avec un mélange de surprise et de méfiance. Comment pouvons-nous être sûrs que nous ne sommes pas nous-mêmes infiltrés, compléta le commissaire Lebrun. C'est une excellente question, madame la comtesse. C'est pourquoi seule une poignée d'agents triés sur le volet est au courant de cette opération. Des agents qui ont un lien personnel avec l'affaire. Elle sortit de sa veste une vieille photographie en noir et blanc. On y voyait un homme en uniforme de la police parisienne, posant devant l'hôtel particulier du comte de Saint-Germain. Mon grand-père, dit-elle avec une pointe de fierté. Il a passé sa carrière à enquêter sur les gardiens. Une obsession familiale, si vous voulez. Sophie, qui n'avait pas lâché son sac contenant le précieux coffret, se détendit légèrement. Alors nous ne sommes pas seuls. Non, mademoiselle Leblanc, confirma le commissaire. Mais nous devons agir vite. Les gardiens ont des yeux et des oreilles partout, et ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le professeur Rousseau, qui était resté silencieux depuis l'intervention de la police, prit enfin la parole. Les symboles dans les lettres. Je crois avoir compris quelque chose. Ce n'est pas seulement un code, c'est une carte. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le vieux professeur sortit l'une des photos des lettres codées qu'il avait prises aux archives. « Regardez, dit-il en pointant certains symboles. Ces configurations astronomiques ne sont pas aléatoires. Elles correspondent à des points précis dans Paris. Le comte a caché sa collection en plusieurs endroits, et les lettres sont le guide pour les retrouver. » La comtesse examina les symboles avec une attention renouvelée. « Georges avait commencé à comprendre, murmura-t-elle. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. » Le commissaire Lebrun se leva. Nous devons déplacer cette conversation dans un endroit plus sûr. J'ai une planque sécurisée près d'ici. Alors qu'il se préparait à quitter le café, sous la protection discrète des agents en civil, Duplex ne pouvait s'empêcher de penser que cette affaire prenait une ampleur qu'il n'aurait jamais imaginée. Le mystère de la collection Saint-Germain n'était plus seulement une énigme historique, c'était devenu une course contre la montre, avec des enjeux qui dépassaient largement le cadre d'une simple enquête policière. Dans les rues de Paris, les ombres s'allongeaient avec le soleil couchant, comme autant de secrets prêts à émerger des profondeurs de l'histoire.
La partie ne faisait que commencer, et quelque part dans la ville éternelle, les gardiens de la Rose Noire préparaient déjà leur prochain mouvement. Les catacombes. L'obscurité des catacombes parisiennes enveloppait le petit groupe comme un linceul, uniquement percé par les faisceaux de leurs lampes torchées. L'air était frais et chargé de cette odeur caractéristique de pierre humide et de terre ancienne. L'inspecteur Duplex, en tête du groupe, consultait régulièrement une carte jaunie par le temps, découverte dans les notes du défunt mari de la comtesse. Selon ses indications, murmura-t-il, sa voix résonnant légèrement dans le tunnel, le comte aurait utilisé ce réseau souterrain comme une toile d'araignée pour dissimuler sa collection. Chaque passage, chaque intersection pourrait être une cache potentielle. Sophie Leblanc, qui le suivait de près, dirigeait sa lampe vers les parois, révélant des symboles gravés dans la pierre. Certains semblaient anciens comme les catacombes elles-mêmes, d'autres paraissaient plus récents, mais tous dégageaient une aura de mystère qui faisait frissonner la jeune femme. Ces marques, chuchota-t-elle, elles correspondent exactement à celles des lettres codées. Regardez, professeur, ce symbole ici ressemble à celui que nous avons vu dans la 3e lettre. Le professeur Rousseau s'approcha de la paroi, ajustant ses lunettes qui reflétaient la lumière des lampes. Ses doigts tremblants effleurèrent les gravures avec révérence. C'est extraordinaire, murmura-t-il. Le comte n'a pas simplement utilisé ces symboles comme un code, il les a intégrés à un système de navigation préexistant dans les catacombes. La comtesse de Valmont, qui fermait la marche aux côtés du commissaire Lebrun, hocha la tête. Les gardiens de la Rose Noire utilisaient déjà ces tunnels bien avant l'arrivée du comte à Paris. Il a simplement détourné leur propre système à son avantage. Un bruit sourd résonna quelque part dans les profondeurs, faisant sursauter le groupe. Le commissaire Lebrun porta instinctivement la main à son arme de service. « Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-elle. Ces tunnels sont comme une ville souterraine, avec ses propres habitants et ses propres règles. » Duplex consulta à nouveau la carte, ses sourcils froncés par la concentration. Les tunnels se ramifiaient dans toutes les directions, formant un dédale qui s'étendait sous une grande partie de la capitale. « Le mari de la comtesse a marqué cet endroit d'une croix rouge, dit-il en pointant un point sur la carte. C'est à environ 300 mètres au nord-est de notre position. » Sophie s'approcha pour examiner la carte. « Il y a une annotation dans la marge, remarqua-t-elle. Là où les roses fleurissent dans l'obscurité. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ?» Le professeur Rousseau, qui continuait d'examiner les symboles sur les murs, s'immobilisa soudainement. « Les roses, bien sûr, s'exclama-t-il avec excitation. Ces marques ne sont pas seulement des indications directionnelles. Elles racontent une histoire, comme un poème écrit dans la pierre. » Il sortit son carnet et commença à griffonner frénétiquement. « Voyez-vous comment les symboles sont disposés? Ils forment des motifs qui rappellent les pétales d'une rose. Chaque pétale pointe vers une direction différente, mais ensemble. Ensemble, ils indiquent le centre de la rose, compléta la comtesse. L'endroit où tous les chemins convergent. » Un nouveau bruit, plus proche cette fois, les fit tous se figer. Des échos de pas résonnaient dans les tunnels, impossible à localiser précisément dans ce labyrinthe souterrain. « Nous devons nous dépêcher, pressa le commissaire Lebrun. Les gardiens connaissent ces tunnels aussi bien que nous, sinon mieux. » Le groupe reprit sa progression, plus rapidement cette fois, suivant les indications combinées de la carte et des symboles muraux. Les tunnels semblaient se resserrer par endroits, comme si la ville elle-même tentait de protéger ses secrets. Soudain, Sophie s'arrêta net. « Attendez, dit-elle en dirigeant sa lampe vers une alcôve dissimulée. Regardez ça. » Dans la niche naturelle formée par la roche, une rose avait été sculptée avec une précision remarquable. Contrairement aux autres symboles, celui-ci était en relief, chaque pétale minutieusement travaillé dans la pierre calcaire. La comtesse s'approcha, ses yeux brillant d'une lueur de reconnaissance. « C'est exactement le même motif que sur le coffret, murmura-t-elle. Sophie sortit le précieux coffret de son sac et le plaça à côté de la sculpture. La ressemblance était frappante, jusque dans les plus petits détails des pétales. Le professeur Rousseau ajusta nerveusement ses lunettes. Ce n'est pas une coïncidence. Le comte a dû utiliser ce symbole comme point de repère principal. Duplex examina attentivement la paroi autour de la rose sculptée. Il doit y avoir un mécanisme, un passage. Ses doigts trouvèrent une légère aspérité dans la pierre. Un déclic se fit entendre, suivi d'un grincement sourd. Une section entière de la paroi commença à pivoter lentement, révélant un passage étroit. « Incroyable, souffla Sophie. Un passage secret dans les passages secrets. » Le commissaire Lebrun vérifia rapidement son arme.
Les bruits de pas se rapprochent. Nous devons décider maintenant, on continue ou on se replie. Un éclat métallique attira l'attention de Duplex dans le nouveau passage. Il y a quelque chose là-dedans, dit-il en dirigeant sa lampe vers l'intérieur. Le faisceau lumineux révéla une petite chambre taillée dans la roche. Sur un piédestal de pierre, un objet métallique brillait faiblement, une clé ancienne, ornée de motifs similaires à ceux du coffret. La première pièce du puzzle, murmura la comtesse. Mon mari avait raison. Le comte n'a pas caché sa collection en un seul endroit, il l'a dispersée dans tout Paris souterrain. Des voix lointaines résonnèrent dans les tunnels, accompagnées du bruit de plusieurs pas qui se rapprochaient inexorablement. Vite, pressa le commissaire. Prenez la clé. Nous devrons trouver un autre chemin pour ressortir. Sophie s'avança rapidement pour saisir la clé, mais le professeur Rousseau la retint par le bras. Attendez. Les lettres mentionnaient des protections, des pièges. Duplex examina rapidement le piédestal et le sol autour. Il a raison. Regardez ces marques au sol. Ça ressemble à un mécanisme de pression, compléta la comtesse. Si nous prenons la clé sans précaution, nous risquons de déclencher quelque chose. Les voix se rapprochaient, désormais clairement audibles. Le groupe pouvait distinguer des bribes de conversation en français et en d'autres langues. Sophie sortit son téléphone et prit rapidement plusieurs photos de la chambre et des symboles environnants. Nous aurons besoin de tous ces détails pour comprendre le mécanisme. Le commissaire Lebrun jeta un coup d'œil nerveux vers les tunnels d'où provenaient les voix. Nous n'avons plus le temps. Il faut prendre une décision maintenant. La comtesse s'avança, son visage reflétant une détermination nouvelle. Mon mari est mort pour protéger ses secrets. Je refuse de les laisser tomber entre les mains des gardiens. Avant que quiconque puisse l'en empêcher, elle s'approcha du piédestal et, avec une précision chirurgicale, saisit la clé. Un grondement sourd résonna immédiatement dans la chambre. Courez, cria Duplex. Le groupe se précipita dans les tunnels alors que des bruits de mécanismes s'enclenchaient derrière eux. Des sections entières de parois commencèrent à bouger, modifiant la géographie même des catacombes. Par ici, guida le commissaire Lebrun, les dirigeant vers un passage latéral. Il y a une sortie de secours qui mène au réseau d'égouts à 50 mètres. Alors qu'ils couraient dans l'obscurité, guidés uniquement par leur lampe vacillante, le mystère de la collection Saint-Germain prenait une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement une chasse au trésor historique, c'était devenu une course contre la montre dans les entrailles de Paris, avec des adversaires invisibles mais omniprésents. La clé, désormais fermement serrée dans la main de la comtesse, n'était que le premier élément d'un puzzle bien plus vaste. Quelque part, dans le labyrinthe des catacombes parisiennes, d'autres secrets attendaient d'être découverts, et le temps pressait. Trahison. Le coffret en bois ancien que la comtesse serrait contre sa poitrine était remarquablement bien conservé, ses ferrures en bronze patinaient par le temps brillant faiblement dans la lumière vacillante de leurs lampes torchées. L'atmosphère oppressante des catacombes semblait s'épaissir autour d'eux, comme si les siècles d'histoire enfouis dans ces galeries retenaient leur souffle. Il est temps, murmura la comtesse de Valmont, ses doigts aristocratiques caressant doucement les ornements du coffret. Je porte ce fardeau depuis trop longtemps. Avec des gestes précis et mesurés, elle sortit une petite clé en or de la chaîne qu'elle portait autour du cou. La serrure émit un léger clic, et le couvercle s'ouvrit en grinçant légèrement. À l'intérieur, reposant sur un coussin de velours bordeaux décoloré par les années, se trouvait un médaillon qui arracha un hoquet de surprise à Sophie. L'objet était d'une beauté saisissante, un disque d'or finement ciselé, serti de pierres précieuses disposées selon un motif complexe. Des saphirs, des rubis et des émeraudes formaient une constellation mystérieuse autour d'un diamant central d'une pureté extraordinaire. La surface du médaillon était couverte de gravures microscopiques, mêlant symboles ésotériques et inscriptions en diverses langues anciennes. Ce n'est pas un simple bijou, expliqua la comtesse, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. C'est la clé de tout ce que mon ancêtre a cherché à protéger. Le comte de Saint-Germain n'était pas l'excentrique collectionneur que l'histoire a retenu. Sa prétendue collection d'art et d'antiquités n'était qu'une façade. L'inspecteur Duplex se pencha pour examiner le médaillon de plus près, fasciné par la complexité de sa conception. Que protégeait-il exactement? Des documents, répondit la comtesse. Des milliers de documents qui, entre les mauvaises mains, pourraient ébranler les fondements mêmes de notre République. Des secrets d'État, des correspondances compromettantes, des preuves de complot et de trahison qui s'étendent sur plusieurs siècles. Sophie, qui prenait des notes frénétiques depuis le début de leur descente dans les catacombes, s'arrêta brusquement.
Mais pourquoi les conserver? N'aurait-il pas été plus simple de les détruire? Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de la comtesse. Le comte croyait que l'histoire, même dans ses aspects les plus sombres, ne devait jamais être effacée. Ces documents sont notre mémoire, notre héritage. Ils nous rappellent que le pouvoir corrompt et que la vigilance est le prix de la liberté. Le professeur Rousseau, qui était resté inhabituellement silencieux depuis leur entrée dans les catacombes, s'approcha enfin. La lueur de sa lampe torche créait des ombres inquiétantes sur son visage habituellement jovial. « C'est fascinant, dit-il d'une voix étrangement tendue. Mais je crains que nous n'ayons pas le temps d'admirer cet artefact plus longtemps. » Dans un mouvement si rapide qu'il sembla presque irréel, le professeur sortit un pistolet de sa veste. Le canon de l'arme brillait froidement dans la pénombre. « Je suis vraiment désolé, ajouta-t-il, sa voix tremblant légèrement. Mais la société attend ces documents depuis beaucoup trop longtemps. Jean-Marc ? Le nom s'échappa des lèvres de Sophie comme un souffle incrédule. Elle fit un pas en arrière, se cognant contre la paroi humide de la galerie. Comment avez-vous pu ? La naïveté est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, répondit Rousseau, son visage se durcissant. Les gardiens ne sont pas ce que vous imaginez. Nous ne sommes pas une simple société secrète obsédée par les trésors perdus. Nous sommes les gardiens de l'ordre établi. Duplex, qui n'avait pas bougé depuis que Rousseau avait sorti son arme, parla d'une voix calme. Depuis combien de temps ? Depuis le début, admit Rousseau. La découverte des lettres codées n'était pas un hasard. Nous les avons fait ressurgir pour vous attirer dans cette chasse au trésor. Nous savions que la comtesse réagirait, qu'elle sortirait enfin de son silence. La comtesse serra le médaillon contre elle, son visage pâle mais déterminé. Comme mon mari l'avait deviné, murmura-t-elle. C'est vous qui l'avez tué, n'est-ce pas ? Il était trop proche de la vérité, répondit Rousseau, une ombre de regret traversant son visage. Il avait découvert notre existence, nos liens avec certains cercles du pouvoir. Ces secrets doivent rester enterrés, Madame la Comtesse. L'équilibre de notre société en dépend. L'écho d'un coup de feu résonna soudainement dans les galeries, assourdissant dans l'espace confiné. Rousseau laissa échapper un cri de douleur et s'effondra, son pistolet tombant au sol dans un bruit métallique. Du sang commençait déjà à imbiber sa veste au niveau de l'épaule. « Pas si je peux l'empêcher », déclara une voix familière. De l'ombre émergea une silhouette que Sophie reconnut immédiatement, le serveur du café près du Luxembourg. Mais il ne portait plus son tablier. À la place, il arborait maintenant un uniforme sobre mais reconnaissable de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Agent spécial Thomas Mercier, se présenta-t-il en gardant son arme pointée sur Rousseau. Nous surveillons les activités des gardiens depuis des années. Le professeur n'est pas le seul à avoir joué un double jeu. Des bruits de pas et des voix commencèrent à résonner dans les tunnels environnants. L'agent Mercier fit un signe de tête vers un passage latéral. Mes collègues s'occupent des autres membres de la société qui vous suivaient, mais nous devons bouger. D'autres arrivent. Duplex récupéra rapidement l'arme de Rousseau pendant que Sophie aidait la comtesse à se relever. Cette dernière tenait toujours fermement le médaillon, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. « Les secrets du comte doivent être protégés », déclara-t-elle avec force. « Mais pas dans l'ombre. Pas comme ça. » L'agent Mercier hocha la tête. « C'est exactement pour cela que nous sommes là, Madame la Comtesse. La République a besoin de lumière, pas de ténèbres. » Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le labyrinthe des catacombes, laissant derrière Rousseau sous la garde de deux agents qui venaient d'arriver, Sophie ne put s'empêcher de penser à l'ironie de la situation. Ils étaient venus chercher des trésors, et ils avaient trouvé des secrets. Ils pensaient déterrer le passé, et c'était le présent qui se révélait à eux dans toute sa complexité. Les échos de leurs pas résonnaient dans les galeries souterraines, se mêlant aux murmures des siècles passés. Quelque part, dans ces profondeurs, les attendait la vérité que le comte de Saint-Germain avait jugée si importante qu'il avait consacré sa vie à la protéger. Une vérité qui, après plus de 2 siècles, s'apprêtait enfin à remonter à la surface. Le médaillon brillait faiblement dans la main de la comtesse, comme une étoile guide dans l'obscurité des catacombes. Devant eux, le mystère de la collection Saint-Germain attendait d'être révélé, portant avec lui le poids de l'histoire et la promesse d'un futur où les secrets ne serviraient plus à asservir, mais à libérer. La vérité dévoilée. Les pas précipités résonnaient dans les tunnels humides des catacombes parisiennes, créant un écho inquiétant qui semblait se multiplier à l'infini.
L'inspecteur Duplex guidait le groupe à travers le dédale souterrain, suivant attentivement les indications cryptiques du médaillon que la comtesse tenait devant elle comme une boussole dorée. « C'est extraordinaire », murmura Sophie, observant comment chaque symbole gravé sur le médaillon s'illuminait mystérieusement d'une lueur bleutée lorsqu'il passait devant certaines marques correspondantes sur les murs. « Comment est-ce possible ?» L'agent Mercier, qui fermait la marche en gardant un œil vigilant sur leurs arrières, répondit à voix basse, le comte de Saint-Germain était bien plus qu'un simple aristocrate excentrique. Il était l'un des premiers agents secrets de la France moderne. La comtesse acquiesça, ses doigts caressant doucement les pierres précieuses du médaillon. Mon ancêtre servait initialement la couronne, mais il a rapidement compris que l'histoire de France était à un tournant décisif. Quand les premiers souffles de la Révolution ont commencé à se faire sentir, il a choisi de servir non pas un roi, mais la nation elle-même. Les bruits de course et de voix lointaines des membres de la société qui les poursuivaient créaient une tension palpable dans l'air déjà lourd des catacombes. Le groupe accéléra le pas, tandis que la comtesse poursuivait son récit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Le comte avait développé un vaste réseau d'informateurs à travers toute l'Europe. Des diplomates, des artistes, des philosophes, des marchands. Tous lui rapportaient les secrets les plus sombres des cours européennes. Mais au lieu de les utiliser pour le chantage ou le profit personnel, il les documentait méticuleusement, créant une archive secrète de l'histoire non officielle de son temps. Sophie, qui prenait des notes mentales tout en marchant, demanda « Mais pourquoi les catacombes ? Pourquoi pas un coffre dans une banque ou une cage dans l'un de ces nombreux châteaux ?» Un sourire énigmatique éclaira le visage de la comtesse. Les catacombes sont le cœur secret de Paris. Elles représentent tout ce que la ville cache sous sa surface étincelante, les ombres, les secrets, les vérités enterrées. Mon ancêtre y voyait une métaphore parfaite pour sa mission. Soudain, le médaillon émit une lueur plus intense. Il venait d'arriver dans une petite chambre circulaire où plusieurs tunnels se rejoignaient. Sur les murs, des symboles ésotériques complexes étaient gravés avec une précision remarquable. C'est ici, souffla la comtesse, s'approchant d'une section particulière du mur où une cavité circulaire semblait attendre le médaillon. L'agent Mercier sortit son téléphone. « Je dois prévenir mes supérieurs. Ce que nous allons découvrir pourrait avoir des implications majeures pour la sécurité nationale. » « Vos supérieurs sont déjà au courant, répondit la comtesse avec un léger sourire. La DGSI n'a jamais cessé de surveiller l'héritage de mon ancêtre. C'est pour cela que vous êtes là, n'est-ce pas? L'agent hocha la tête, admiratif. Rien n'échappe aux descendants de Saint-Germain, à ce que je vois. Duplex, qui examinait les symboles sur les murs, intervint, ces gravures. Elles racontent une histoire, n'est-ce pas? L'histoire de France, confirma la comtesse, mais pas celle que vous trouverez dans les livres. Regardez attentivement, chaque symbole représente un événement majeur, une conspiration, un secret d'État. Mon ancêtre a créé un véritable livre d'histoire dans la pierre. Sophie s'approcha d'une série de symboles particulièrement intrigants. Ces marques ressemblent à celles des lettres codées que nous avons trouvées aux archives. C'est le même système de cryptage, expliqua la comtesse. Le comte avait développé son propre langage secret, mêlant symboles alchimiques, références astronomiques et codes diplomatiques. Seuls ceux qui possèdent la clé peuvent le déchiffrer. Un bruit sourd résonna dans l'un des tunnels, rappelant au groupe l'urgence de leur situation. La comtesse s'avança vers la cavité murale et, avec des gestes précis, y inséra le médaillon. Le moment sembla suspendu dans le temps. Puis, un mécanisme ancien s'enclencha avec un grincement métallique. La section de mur pivota lentement, révélant une chambre secrète qui arracha des exclamations de surprise à tous les présents. La pièce, étonnamment bien préservée, était remplie d'étagères sur lesquelles reposaient des milliers de documents. Des manuscrits, des lettres, des journaux intimes, des rapports diplomatiques. Tous soigneusement classés et protégés dans des étuis hermétiques. La véritable collection Saint-Germain, annonça la comtesse avec une fierté mêlée de révérence. L'histoire secrète de France, préservée depuis plus de 2 siècles. L'agent Mercier s'approcha d'une des étagères, examinant les étiquettes avec attention. C'est incroyable. Il y a ici des documents sur pratiquement tous les événements majeurs de la fin du XVIIIe siècle. Des correspondances secrètes entre Marie-Antoinette et ses conseillers, des rapports sur les activités des sociétés secrètes pré-révolutionnaires. Sophie, qui parcourait une autre section, ajouta avec excitation, et ce ne sont pas que des documents français. Il y a des rapports diplomatiques de toutes les cours européennes, des plans de bataille secrets, des traités jamais rendus publics. Un bruit de combat leur parvint depuis les tunnels, plus proche cette fois.
Des éclats de voix et des sons de lutte résonnaient dans le labyrinthe souterrain. Les gardiens nous ont rattrapés, constata Duplex, dégainant son arme. Agent Mercier, quelle est la procédure dans ce cas? Une équipe d'intervention de la DGSI devrait déjà être en position dans les tunnels supérieurs, répondit l'agent, vérifiant son propre pistolet. Mais nous devons sécuriser ces documents. Ils sont trop importants pour risquer qu'ils tombent entre de mauvaises mains. La comtesse s'avança vers le fond de la pièce et actionna un autre mécanisme dissimulé. Une partie du sol se souleva, révélant un passage étroit. Il y a toujours une issue de secours, dit-elle avec un sourire. Le comte ne laissait jamais rien au hasard. Madame la comtesse, intervint Sophie, ces documents. Certains d'entre eux pourraient réécrire des pans entiers de notre histoire. C'est précisément pour cela qu'ils doivent être protégés, répondit la comtesse. Mais pas cachés. Plus maintenant. Le temps est venu de révéler certaines vérités. L'agent Mercier hocha la tête. L'État français s'engagera à préserver ces documents et à les étudier avec le respect qu'ils méritent. Certains resteront classifiés, bien sûr, mais d'autres pourront enfin être révélés au public. Des bruits de pas se rapprochaient rapidement. Duplex prit rapidement une décision. Sophie, aidez la comtesse à rassembler les documents les plus importants. Agent Mercier et moi allons gagner du temps. Alors qu'il se mettait en position de défense près de l'entrée de la chambre secrète, la comtesse sortit de sa poche un petit carnet usé. Les notes de mon mari, expliqua-t-elle. Il avait commencé à cataloguer tout ceci. Ces recherches nous aideront à identifier les documents les plus cruciaux. Sophie commença rapidement à trier les documents selon les indications du carnet, pendant que la comtesse activait d'autres mécanismes de sécurité dissimulés dans les murs. Mon ancêtre était un homme précautionneux, dit-elle. Cette chambre peut être scellée de l'intérieur si nécessaire. Les premiers échanges de coups de feu résonnèrent dans le tunnel principal. La voix de l'agent Mercier s'éleva, calme et professionnelle, les renforts arrivent. Je peux entendre l'équipe d'intervention qui descend. Dans la frénésie de l'action, alors que le combat faisait rage dans les tunnels et que Sophie et la comtesse travaillaient rapidement à sécuriser les documents les plus importants, Duplex ne put s'empêcher de penser à l'ironie de la situation. Ils étaient là, dans les entrailles de Paris, à protéger des secrets vieux de plus de 2 siècles, des vérités qui avaient le pouvoir de changer leur compréhension du passé. Le bruit de la bataille s'intensifia, puis diminua progressivement, remplacé par des voix professionnelles et le son de bottes sur la pierre. L'équipe d'intervention de la DGSI avait pris le contrôle de la situation. C'est terminé, annonça l'agent Mercier, rangeant son arme. Les derniers membres de la société sont soit arrêtés, soit en fuite. La comtesse, qui venait de finir d'emballer une série de documents particulièrement anciens, se redressa lentement. Non, dit-elle avec un sourire mystérieux, ce n'est pas terminé. Ce n'est que le début. Ces documents vont enfin pouvoir raconter leur histoire. Sophie, tenant précieusement une liasse de lettres codées, ne put s'empêcher de sourire à son tour. L'histoire secrète de France, qui remonte enfin à la surface. Comme le souhaitait le comte, conclut la comtesse, caressant une dernière fois le médaillon toujours enchâssé dans le mur. La vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. L'héritage. 1 mois s'était écoulé depuis les événements des catacombes. Paris s'éveillait sous un soleil d'hiver particulièrement radieux, ses rayons se reflétant sur les eaux paisibles de la Seine. L'inspecteur Henri Duplex se tenait debout devant la fenêtre de son bureau, une tasse de café fumant à la main, contemplant le fleuve qui avait été témoin de tant de secrets au fil des siècles. Sur son bureau s'étalaient les journaux du matin. Les gros titres parlaient encore des révélations issues des archives Saint-Germain, même si la majorité des documents restaient sous scellés. Les historiens du monde entier s'enthousiasmaient des nouvelles perspectives qu'apportaient les documents rendus publics, tandis que les théoriciens du complot s'emballaient sur les réseaux sociaux à propos des documents encore classifiés. Monsieur l'inspecteur, annonça Sophie Leblanc en entrant dans le bureau avec sa propre tasse de café. Les derniers membres de la Société des gardiens ont été arrêtés ce matin à Prague. L'Interpol vient de nous confirmer l'information. Duplex se tourna vers sa jeune assistante, remarquant les cernes sous ses yeux qui trahissaient les longues heures passées à travailler sur l'affaire. Le professeur Rousseau a-t-il finalement parlé? Sophie s'installa dans l'un des fauteuils en cuir usé, sortant un dossier de sa sacoche. Il a commencé à collaborer avec les enquêteurs. Selon ses déclarations, la société existait depuis la Révolution française. Ils se considéraient comme les véritables héritiers de certaines familles aristocratiques et pensaient avoir un droit légitime sur les secrets du comte. L'ironie, murmura Duplex, c'est qu'ils n'avaient rien compris à la véritable mission du comte de Saint-Germain.
Sophie acquiesça, feuilletant ses notes. La comtesse avait raison depuis le début. Son ancêtre ne collectionnait pas ces documents pour maintenir un pouvoir sur les puissants, mais pour préserver la vérité historique. Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. L'agent Mercier entra, portant une mallette en cuir noir. Son costume impeccable contrastait avec l'apparence plus décontractée qu'il arborait lors de leur première rencontre au café. « Mes respects, inspecteur, mademoiselle Leblanc, salua-t-il. J'ai pensé que vous aimeriez être informé en personne des derniers développements. » Duplex lui fit signe de s'asseoir, et Sophie se leva pour fermer la porte du bureau. L'agent Mercier ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs dossiers marqués du sceau de la République. Le gouvernement a créé une commission spéciale pour gérer les archives Saint-Germain, expliqua-t-il. Des historiens, des archivistes et des experts en sécurité nationale travaillent ensemble pour déterminer quels documents peuvent être rendus publics et lesquels doivent rester confidentiels pour le moment. Et la comtesse ? Demanda Sophie. Comment va-t-elle ? Madame de Valmont est sous protection de l'État, mais elle participe activement aux travaux de la commission, répondit Mercier avec un léger sourire. Sa connaissance des codes et des systèmes de classement du compte s'est révélée inestimable. Duplex retourna à son bureau et sortit d'un tiroir la vieille photographie sépia de l'hôtel Saint-Germain qui avait marqué le début de toute cette affaire. Qui aurait cru qu'une simple photographie nous mènerait à tout cela ? Le hasard n'existe pas dans ce genre d'affaires, commenta Mercier. La comtesse m'a confié que son mari avait délibérément fait ressortir certains documents des archives nationales. Il savait que la société le surveillait et voulait s'assurer que s'il lui arrivait quelque chose, l'enquête serait reprise. Sophie frissonna légèrement. Il s'est sacrifié pour protéger ses secrets. Pour protéger la vérité, corrigea doucement Duplex. C'est différent. L'agent Mercier sortit un autre document de sa mallette. Les premiers résultats des analyses des documents sont fascinants. Nous avons découvert des correspondances qui jettent un nouveau jour sur plusieurs événements historiques majeurs. Par exemple, il s'avère que certaines décisions cruciales pendant la Révolution française ont été influencées par des acteurs dont l'histoire n'a jamais parlé. Les véritables architectes de l'ombre, murmura Sophie, se rappelant les paroles de la comtesse dans les catacombes. Exactement, confirma Mercier. Le comte avait compris que l'histoire officielle n'était qu'une façade. Il a méticuleusement documenté les véritables forces qui façonnaient les événements. Duplex se leva et s'approcha de la carte de Paris accrochée au mur de son bureau. Ses doigts tracèrent le réseau complexe des catacombes sous la ville. Et tout cela dormait sous nos pieds depuis des siècles. Ce qui m'intrigue, intervint Sophie, c'est le médaillon. Comment fonctionnait-il exactement ? Les scientifiques ont-ils pu l'étudier ? Mercier secoua la tête. C'est l'un des mystères qui subsistent. Les experts sont fascinés par sa conception. Les pierres précieuses semblent avoir été taillées selon des angles particuliers qui créent des effets optiques inexplicables avec les techniques de l'époque. Quant à la lueur bleue que nous avons observée dans les catacombes. Certains mystères doivent peut-être rester des mystères, suggéra Duplex avec un sourire. Un nouveau coup à la porte les interrompit. Un jeune agent de police entra, portant une enveloppe cachetée. Un message urgent pour vous, inspecteur. De la part de Madame la comtesse de Valmont. Duplex ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple carte sur laquelle était écrit un message en élégante calligraphie, « Les archives ont encore beaucoup à nous apprendre. Venez me voir quand vous serez prêt pour le prochain chapitre. » Sophie se pencha pour lire le message. Elle ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ? Les Valmont sont comme ça, commenta Mercier. Gardiens de secrets depuis des générations. Mais maintenant, ils sont devenus les gardiens de la vérité. Duplex reposa la carte sur son bureau et se tourna vers la fenêtre. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, illuminant Paris de sa lumière hivernale. La ville semblait différente maintenant qu'il connaissait une partie de ses secrets. Vous savez, Sophie, dit-il pensivement, quand nous avons commencé cette enquête, nous pensions chercher des trésors. Des objets précieux, des œuvres d'art, des antiquités. Mais nous avons trouvé quelque chose de bien plus précieux, compléta-t-elle. La vérité, acquiesça Duplex. La vérité historique, brute et non filtrée. C'est le plus grand trésor que le comte pouvait nous léguer. Mercier se leva, rangeant ses dossiers dans sa mallette. La commission se réunit cet après-midi pour examiner une nouvelle série de documents. Souhaitez-vous nous accompagner ? Sophie regarda Duplex avec espoir. L'inspecteur sourit. Comment pourrions-nous refuser ?
Après tout, nous sommes devenus nous aussi des gardiens de cette histoire. Alors qu'il quittait le bureau, Duplex jeta un dernier regard à la photographie de l'hôtel Saint-Germain. Le bâtiment semblait presque lui faire un clin d'œil complice, comme s'il savait que ses secrets, même révélés, n'en finiraient jamais de fasciner ceux qui les découvraient. Dans les rues de Paris, la vie continuait son cours. Les touristes prenaient des photos, les habitants vaquaient à leurs occupations, ignorant pour la plupart les extraordinaires révélations qui dormaient dans les archives nationales. Mais sous leurs pieds, dans le labyrinthe des catacombes, les symboles gravés par le comte de Saint-Germain continuaient de briller faiblement, gardiens silencieux d'autres secrets encore à découvrir. La comtesse avait raison, ce n'était pas une fin, mais un commencement. Chaque document déchiffré, chaque code brisé, chaque secret révélé ouvrait la porte à de nouveaux mystères, de nouvelles questions, de nouvelles aventures. Et quelque part, dans son bureau feutré des Archives nationales, la comtesse de Valmont souriait en caressant le médaillon qui avait tout déclenché, sachant que l'héritage de son ancêtre était enfin entre de bonnes mains. L'histoire secrète de France commençait à peine à livrer ses mystères, et elle était prête à guider ceux qui étaient dignes de les découvrir. Le soleil continuait sa course dans le ciel parisien, ses rayons dansant sur les eaux de la Seine comme autant de secrets scintillants attendant d'être révélés. La ville des Lumières n'avait pas fini de briller, ni de surprendre ceux qui savaient regarder au-delà des apparences. Fin,